Je suis Christian Page. Qu'arrive-t-il lorsque l'occulte alimente les pires fantasmes meurtriers? Bienvenue dans Crimes occultes. Le 9 juillet 2001, les Bartels informent la police de Bochum, en Allemagne, que, le matin même, ils ont reçu une lettre de leur fille, Manuela. Le ton a de quoi inquiéter. La jeune femme de 21 ans leur a écrit « Je ne suis pas de ce monde. Je dois libérer mon âme de sa chair mortelle. » Pendant des heures, ils ont essayé de la joindre, mais en vain. Manuela, d'expliquer les Bartels, est étrange et instable. Depuis quelques années, elle s'est radicalisée. Elle s'habille de noir et a transformé son apparence avec des tatouages et des piercings. Elle gravite dans cet univers sombre de la contre-culture gothique. Les parents craignent que leur fille soit déterminée à mettre fin à ses jours. Ce ne serait d'ailleurs pas la première fois. Adolescente, elle s'est volontairement administré une surdose d'opiacés pour en finir avec la vie. Elle habite maintenant avec un certain Daniel Ruda, un autre gothique et adepte de musique black metal, un style musical plus agressif que le heavy metal. Ils partagent un petit appartement au 55 Haus Bratistrasse à Witten, l'agglomération voisine. Les Bartels sur les talons, les policiers se rendent au domicile du couple Ruda. En fait, Manuela et Daniel sont officiellement mariés depuis plus d'1 mois. Sur place, les agents remarquent immédiatement une fenêtre du 4e étage, l'appartement des Ruda, où quelqu'un a écrit en anglais « Where Satan lives » où Satan vit. Les lettres ont été peintes en rouge et visiblement à l'attention des passants. Par souci de sécurité, les policiers demandent aux Bartels d'attendre leur retour. Une impression, l'instinct policier peut-être, leur dit qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans cette histoire. D'abord, cette inquiétante missive reçue par les parents, et maintenant cette étrange inscription. Lentement, les agents grimpent jusqu'au dernier étage. Ils frappent à la porte. Ils s'annoncent. Rien. Le silence. L'un d'eux tourne la poignée de la porte, qui s'ouvre sans grincer. Les agents entrent dans l'univers des Ruda. L'appartement, un petit 3 pièces et demi, paraît sorti de l'univers du Rocky Horror Show. La moquette est noire et les murs sont peints en rouge et en gris. Sur certains, un artiste a peint des svastikas, des croix gammées, des croix inversées, des slogans sataniques et des pentagrammes. Du plafond pendent des menottes, des colliers en cuir et des accessoires de suspension. La panoplie du parfait sadomasochiste. La décoration est tout aussi surprenante. Ici et là, il y a des imitations de crânes humains et des pierres tombales, volées sans doute dans des cimetières des environs. Dans la chambre principale, mis à part le lit conjugal, un simple matelas jeté sur le sol, il y a un cercueil ouvert. Étrange élément de décor. Ces détails esthétiques sont toutefois relayés au second plan. Dans la salle de séjour, où règne une odeur fétide, les policiers trouvent le corps d'un homme. Il est étendu sur le dos et couvert de sang. En fait, il y a du sang partout, sur les meubles, la moquette et les murs. L'agression a dû être d'une violence inouïe. La victime a reçu des coups à la tête et a eu la gorge tranchée. Il a encore un scalpel planté dans la poitrine, une lame que son agresseur a apparemment utilisée pour graver dans sa chair un pentagramme satanique. Près du corps, qui commence à se décomposer, les policiers notent la présence d'un marteau, d'une machette,
et d'un couteau de type cutter, visiblement les armes du crime. Quant à Manuela et Daniel Ruda, ils brillent par leur absence. Bientôt, le petit appartement de Haus Breitestraße grouille de policiers et de spécialistes en scène de crime. Les enquêteurs ne sont pas longs à comprendre que la victime n'est pas Daniel Ruda, ce qu'ils ont craint pendant un moment. Pendant que le corps est amené au bureau du coroner, les policiers inspectent l'appartement. Près de l'endroit où reposait la victime, ils trouvent une note affichant 15 noms écrits à la hâte. Il y a aussi un bol maculé de sang. Toute cette affaire apparaît comme un rituel, voire un sacrifice humain. À l'heure où les enquêteurs continuent de passer au peigne fin l'appartement, des photos des Ruda sont diffusées à travers le pays. Les satanistes de Witten deviennent de facto les personnes les plus recherchées d'Allemagne. Manuela Bartel naît à Witten le 13 novembre 1978. Ses parents sont des gens de la classe moyenne. Lui est employé au chemin de fer et elle, femme au foyer. Ils sont stricts, mais attentionnés. Manuela dira d'ailleurs d'eux qu'ils l'autorisaient à faire tout ce qu'elle voulait et qu'ils étaient de bons parents. Ils ne l'avaient jamais frappée et avaient toujours été là pour elle. Sa petite enfance apparaît comme un fleuve tranquille. C'est une petite fille réservée et gênée. Elle est studieuse et adore les animaux. Peut-être pour combler l'absence de frères et de sœurs, elle impose à ses parents une véritable ménagerie. Des oiseaux, des hamsters, des cochons d'Inde, un chien, un lapin et même un poney. Son adolescence est plus chaotique. Si la puberté est souvent synonyme de crise d'identité, Manuela trouve la sienne dans le mouvement gothique allemand en pleine Renaissance, la musique black metal et les drogues dures. Elle se sent aliénée et prisonnière d'un corps qui ne lui appartient pas. Ses accoutrements excentriques inquiètent et lui valent l'ostracisme de ses copines de classe. Manuela est de plus en plus seule. À 14 ans, elle s'injecte une surdose d'héroïne. Ses parents la conduisent à l'hôpital où les médecins lui sauvent la vie. Mais quelle vie! Tout part en vrille. C'est là qu'elle entend pour la première fois l'appel du diable. Il veut son âme et Manuela est prête à la lui donner. À 16 ans, elle fugue. Elle se rend à Hanovre, puis, à l'été de 1996, elle quitte l'Allemagne pour l'Angleterre, considérée comme la Mecque européenne du mouvement punk et gothique. Au milieu des marginaux qui fréquentent le Full Tilt de Camden ou le Slamlight d'Islington, les clubs gothiques les plus branchés de la capitale, Manuela se sent acceptée. L'adolescente doit toutefois travailler pour payer ses excès. Quelqu'un lui propose un travail de femme de chambre à Kyleakin, sur l'île écossaise de Skye. L'isolement des lieux lui procure un répit. Elle apprécie ce climat toujours un peu gris et les ruines du château de Castelmoil, où elle peut se retrouver la nuit. Au milieu de ces ruines plusieurs fois centenaires, elle incarne la reine gothique de ses fantasmes. Elle croit venir d'un autre âge, appartenir au monde médiéval. C'est à cette époque qu'elle fait la connaissance d'un personnage aussi excentrique qu'elle, Tom Lippard, un ancien militaire de 62 ans qui vit en ermite sur l'île. Lippard est connu à travers le monde sous le sobriquet de l'homme léopard. Plus de 99% de son corps est tatoué de taches noires, à l'image d'un léopard, ce qui lui a valu une mention dans le livre Guinness des records. Manuela lui rend visite à quelques reprises. Pour elle, la marginalité de l'homme est comme le reflet de ses propres aspirations. À la fin de la saison estivale,
Elle retourne dans la capitale britannique. Elle retrouve les communautés gothiques du nord de Londres qui l'introduisent à des bite parties, des soirées vampiriques où des donneurs acceptent de se laisser saigner pour que d'autres puissent lécher et boire leur sang. Ces donneurs sont recrutés via Internet et se livrent à ces étranges rituels, organisés généralement dans des cimetières, en échange de quelques dollars ou de faveurs sexuelles. Manuela Bartel s'incarne peu à peu sous les traits d'un vampire gothique et adepte du sadomasochisme. En 1997, elle rentre dans sa ville natale de Witten. Elle réemménage chez ses parents. Certes, papa et maman sont heureux de la retrouver, mais aussi inquiets de ses transformations. Elle est devenue une adepte du tatouage et du piercing. Elle a rasé ses sourcils qu'elle redessine au crayon noir. Elle fait remplacer ses canines par des implants dentaires semblables à des crocs. Le jour, elle travaille dans une boulangerie et, la nuit, elle se saoule d'occultisme en lisant les livres d'Aleister Crowley, autoproclamé la bête 666. Ses excentricités lui valent même une apparition dans le magazine Stern. L'article la présente comme l'archétype de cette mouvance gothique, en pleine expansion en Allemagne. Elle commence à porter des verres fumés, beau temps, mauvais temps. Elle prétend que la lumière du jour lui fait mal aux yeux. Elle dit aussi entendre l'appel du diable. Elle se définit comme une sataniste. Elle aime croire qu'elle a un lien spirituel avec Allegra Byron, la fille illégitime de Lord Byron, un poète britannique plutôt sulfureux du 19e siècle. Contrairement à la version officielle, voulant qu'Allegra Byron soit morte à l'âge de 5 ans, en 1822, du typhus et de la malaria, Manuela affirme que l'enfant a plutôt été sacrifié lors d'un rituel satanique. Ses comportements deviennent de plus en plus déviants. Ses parents tentent de la ramener à de meilleurs sentiments, mais Manuela claque la porte et emménage dans un petit 3,5 du côté de Haus Breitenstraße. Le 31 octobre 1999, elle se retrouve avec des amis à la fête païenne de Samhain, l'équivalent celtique de l'Halloween. À l'issue d'un rituel, elle vend son âme à Satan en signant de son sang une cédule qu'elle brûle ensuite. En retour, le diable lui envoie son prince charmant. En août 2000, dans sa rubrique « Petites annonces », le magazine Metal Hammer, l'édition allemande, un mensuel qui s'adresse aux admirateurs de musique heavy metal, publie l'offre suivante. Vampire aux cheveux noirs cherche une princesse des ténèbres qui est tout le monde et toute chose et qui a fait ses adieux à la vie. L'auteur de cette curieuse annonce s'appelle Daniel Ruda. Il a 24 ans. Il est issu d'une famille de classe moyenne de Bochum. Son père travaille dans une entreprise de produits chimiques et sa mère est toujours demeurée à la maison pour s'occuper des enfants. Daniel dira plus tard qu'il ne s'est jamais senti près de ses sœurs. En fait, il n'éprouve aucune attirance pour personne. Il hait les gens et tous les débordements d'affection. Caresses, accolades et embrassades le dégoûtent. Très jeune, il a développé une fascination pour le sang, particulièrement pour ce goût âcre et métallique de l'hémoglobine. À 14 ans, il a eu une vision d'un démon, Samiel, une apparition qui l'a entraîné dans les ténèbres de son âme. Il s'est entiché des tueurs en série comme Richard Ramirez ou Charles Manson. Dans la foulée de ses idées déviantes, il a rejoint les mouvements d'extrême droite
les skinheads et les néo-nazis, des groupes qui n'ont pas su étancher sa soif de macabre. En solitaire, il a continué à fantasmer sur des scènes de violence et de mort. Dans ses rêves, il s'incarnait sous les traits d'un monstre ou d'un vampire, s'abreuvant du sang de ses victimes. Il s'est alors tourné vers les groupements sataniques. Cette immersion dans l'univers de l'occulte et des drogues dures a fini par le convaincre qu'il était l'élu, un messager du diable. La Bible satanique de l'occultisme Anton LaVey est devenue son livre de chevet. Il a commencé à se scarifier pour boire son sang et a demandé aux gens de l'appeler Sundown, crépuscule. À la même époque, il a rejoint un groupe de musique black metal, les Blood-Sucking Freaks, sans toutefois y trouver sa voie. Comme sa future épouse, il s'est rendu à Londres pour côtoyer les exaltés des quartiers de Camden et d'Islington. En août 2000, de retour à Bochum et toujours en quête de son alter ego féminin, il a publié une petite annonce dans le magazine Metal Hammer. Vampire aux cheveux noirs cherche une princesse des ténèbres qui est tout le monde et toute chose et qui a fait ses adieux à la vie. À quelques kilomètres de là, une princesse des ténèbres attendait justement son vampire. Je suis Christian Page. Bienvenue dans Crimes occultes. Lorsque Manuela Bartel lit l'annonce du Metal Hammer, elle est envoûtée. Cet inconnu a trouvé les mots justes. Ce n'est pas seulement une offre, ni même un appel. C'est une invitation, une incantation. Manuela, qui préfère se faire appeler Allegra, et Sundown entreprennent un échange épistolaire. Ils se donnent rendez-vous dans un cimetière de Recklinghausen, au nord de Witten. C'est le coup de foudre. Ils passent l'automne et l'hiver à fréquenter d'autres jeunes paumés de Witten et de Bochum. Ils côtoient les satanistes et les vampires qui fréquentent le Hazy ou le Matrix, les bars les plus glauques de Bochum. Ils se vampirisent mutuellement et sacrifient des animaux, surtout des chèvres et des poulets, pour boire leur sang. Ils s'offrent même un voyage en Angleterre, où ils renouent avec les jeunes gothiques du nord de Londres. De l'extérieur, Manuela et Daniel ressemblent à tous ces jeunes marginaux qui s'identifient à la culture punk ou gothique. Mais, dans l'intimité, ils en sont à des lieux. Leur appartement, Daniel a emménagé avec Manuela peu de temps après leur rencontre, ressemble à un décor de film mi-porno, mi-horreur. Dans la chambre, ils ont installé des harnais et des appareils de suspension, comme on en retrouve dans l'univers du sadomasochisme. Ils diront plus tard qu'ils n'éprouvaient plus aucun plaisir aux relations sexuelles conventionnelles. Leurs échanges intimes impliquent des épisodes de vampirisation et de scarification. Ils passent d'un quotidien ordinaire à un monde fait de fantasmes morbides et sanglants. Manuela a installé près du lit conjugal un cercueil dans lequel elle dort à l'occasion. Dans les autres pièces, ils ont peint sur les murs des croix inversées et des svastikas. Des faux crânes en plastique ajoutent à ce décor insolite. Le couple a même ramené de ses nombreuses visites dans des cimetières de véritables pierres tombales, une touche macabre à souhait. En mars 2001, Daniel Rouda a une autre vision. Le démon Samiel lui ordonne d'épouser son alter ego le 6 juin, le 6 du 6, et de sceller définitivement leur union
le 6 du mois suivant, et ce, en se livrant à un sacrifice humain suivi d'un pacte de suicide. Par ce rituel, qui complétera la séquence du 666, le nombre de la bête mentionné par l'évangéliste Jean, Daniel et Manuela auront droit à leur place, côte à côte, dans les ténèbres éternelles de l'enfer. Un terrible engrenage vient de s'enclencher. Le 6 juin 2001, Manuela Bartel et Daniel Ruda unissent leurs destinées, pour le meilleur et pour le pire, surtout pour le pire. La cérémonie n'a rien à voir avec les mariages traditionnels. Ne sont présents que les témoins et les mariés. Pour l'occasion, Manuela a troqué la classique robe blanche pour un ensemble de vinyles noirs sorti de sa garde-robe de BDSM. Elle a teint des mèches de ses cheveux en rose et son visage arbore plus de piercing qu'un présentoir de bijouterie. À son cou pend une croix inversée, symbole de son obédience satanique. Le marié n'a rien à lui envier. Ses vêtements noirs sont peut-être la seule chose qui se rapproche de l'habituel smoking. Daniel s'est rasé la tête, n'y laissant qu'une coiffe étroite. Sur son front, au crayon noir, il a dessiné des lignes qui rappellent des serpents. À l'instar de Manuela, lui aussi affiche sa foi satanique par un médaillon à l'image d'un bouc cornu. L'étape du mariage passée, les Ruda doivent maintenant songer au sacrifice humain. Ce n'est que par lui que pourra s'accomplir la volonté de Samuel. Mais qui sera l'offrande? Daniel a déjà un candidat en tête, Frank Hackert. Hackert travaille dans le même commerce de pièces d'automobile que lui, à Harton, à 35 km au nord-ouest de Wheaton. Il est sympathique et apprécié de tous. Il est toujours de bonne humeur. Amusant, dira plus tard Daniel Ruda. Il fredonne sans arrêt des airs des Beatles, son groupe favori. Frank est l'un des rares employés à n'avoir jamais fait de commentaires méprisants sur Daniel et sur ses accoutrements singuliers. Au fil du temps, les deux hommes ont sympathisé, malgré les réserves de ses autres collègues de travail. En fait, Frank Hackert est peut-être le seul ami de Daniel Ruda, et cela va lui coûter la vie. Je suis Christian Page. Bienvenue dans Crimes occultes. Début juillet, Daniel annonce à Hackert que lui et Manuela organisent une petite fête pour souligner leur premier mois de mariage. La soirée se tiendra le vendredi 6 à leur appartement de Haus Brattenstraße. Hackert accepte l'invitation, sans même demander qui seront les autres invités. Le 6 juillet, les Ruda passent l'après-midi à flâner et à préparer leur sacrifice. Ils écrivent leurs mots d'adieu et leur dernière volonté. Manuela s'offre même une petite sieste dans son cercueil. En théorie, c'est leur dernier jour parmi les mortels. Avant l'aube, si tout se déroule comme prévu, ils devraient renaître en enfer ou parmi les vampires. Vers 18h, ils vont chercher Frank Hackert chez lui et prennent la direction de Wheaton. Dès qu'ils arrivent à l'appartement, Manuela et Daniel, c'est du moins ce qu'ils raconteront plus tard, ont l'impression d'être envahis par une énergie inconnue, que leur appartement est habité par les forces des ténèbres. Le trio s'installe au salon. Hackert s'étonne à peine de la décoration et du mobilier. Ses hôtes ont des goûts particuliers, mais cela ne le dérange pas trop. Ce qui l'inquiète, c'est plutôt l'absence des autres convives. Et plus le temps passe,
plus son malaise grandit. Daniel et Manuela ne cessent pourtant de lui répéter que les autres seront bientôt là. Mais personne n'arrive. Puis, Daniel s'excuse et quitte la pièce. Lorsqu'il revient, il brandit à bout de bras un marteau qu'il abat sur la tête de Hackert, qui lui tourne le dos. Par réflexe, Frank se redresse, la main sur la tête, d'où le sang coule à flot. Daniel, dans un état extatique, le frappe une deuxième et une troisième fois. Hackert voudrait dire quelque chose, mais il n'en a pas le temps. Manuela, assise devant lui, voit un scalpel placé sur le rebord de la fenêtre. Elle a l'impression que la lame brille d'un éclat surnaturel. Une voix intérieure lui répète « Sans hésiter, elle prend la lame et se jette sur sa proie. Elle le poignarde encore et encore. 66 fois, établira le coroner. Pendant qu'elle s'acharne sur Hackert, Daniel revient avec une machette et le frappe lui aussi, à la tête et au torse. La mêlée n'aura duré que 30 secondes, une éternité. Alors que Frank Hackert n'est plus qu'un corps sans vie, Manuela prend le scalpel et lui grave un pentagramme sur le plexus solaire. Une signature satanique, comme pour signifier au maître des enfers « Voilà, le sacrifice est accompli ». Pour les Ruda, il reste encore une étape à franchir. Avec une lame, ils tranchent la gorge de leur victime, récupèrent son sang dans un bol et le boivent à tour de rôle. Pour ajouter l'indécence à l'horreur, ils se retirent dans leur chambre et font l'amour dans le cercueil de Manuela, à moins de 3 mètres de la victime. Pendant une partie de la soirée, les assassins attendent leur tribut. Ils espèrent cette transformation qui, hélas, ne vient pas. Aucune odeur de soufre et aucune mutation. Manuela et Daniel restent ce qu'ils sont, des paumés à l'esprit embrouillé et, à présent, des assassins. Ils hésitent à poursuivre avec leur programme. Ils auraient dû mettre fin à leur jour. Mais maintenant, ils doutent. Ils sont déçus. Ils comprennent qu'ils ne peuvent pas rester là. Ils entassent leurs effets personnels dans l'Opel Vectra de Daniel et prennent la route. Ils ne sont ni des vampires, ni même des suppôts du diable. Ils ne sont que des meurtriers en cavale. À la brigade policière de Bochum, les enquêteurs mettent les bouchées doubles pour reconstituer les événements survenus dans ce petit appartement du 55 Hausbrattenstrasse à Witten. Depuis 48 heures, des photographies des Ruda sont diffusées en boucle à la télévision. Grâce à son ADN, les enquêteurs ont pu identifier la victime. Il s'agit d'un certain Frank Hackert, un manutentionnaire de 33 ans. Tout porte à croire qu'il a été la victime d'un crime rituel. Cette affaire insolite est une véritable aubaine pour les médias qui, déjà, qualifient les assassins de vampires et de satanistes. Les Ruda sont aux abois. Ils savent qu'ils sont recherchés d'un bout à l'autre du pays. Ils se rendent à Hanovre, où ils retirent de l'argent d'un guichet automatique. Ils font aussi vérifier les freins de leur voiture et changent les roues. Ils vont ensuite à Jena, dans l'est de l'Allemagne, où Daniel entre dans un grand magasin pour y acheter une scie à chaîne, pour ne pas se retrouver les mains vides au cas où le diable l'appellerait de nouveau. Des commis le reconnaissent et en informent les autorités. Un quart d'heure plus tard, les fuyards sont identifiés par l'employé d'une station-service où ils se sont arrêtés. L'étau se resserre sur les vampires de Witten. Les policiers déploient des barrages sur les principaux axes routiers de Jena. Les Ruda sont finalement appréhendés sans effusion de sang. Leur cavale aura duré 6 jours. Un dernier 6 à leur actif.
Les vampires sont ramenés à Bokem, où ils confessent leurs crimes. Le procès du couple maudit s'ouvre le 10 janvier 2002 à Bokem. Pour le premier jour des audiences, le juge, Arno Kirsting Tombroke, a autorisé la présence d'une centaine de représentants de la presse. Il y a là des journalistes, des photographes et des caméramans venus du monde entier. La salle d'audience est aussi bondée d'une foule hétéroclite, des gothiques, des skinheads et de simples curieux. Tous veulent voir les vampires, héros pour certains, monstres pour les autres. Lorsqu'ils entrent dans la salle, les Roudas sont conscients qu'ils jouent le dernier acte de leur macabre scénario. Et ils jouent bien. Ils débarquent, tout de noir vêtus. Manuela s'est levée aux petites heures pour parfaire son look, comme elle le fera d'ailleurs tous les jours. Elle s'est rasée les deux côtés de la tête, où elle a dessiné au mascara une croix inversée et une cible. Elle a peint ses longs ongles en rouge et en vert. Et, à son habitude, elle arbore un maquillage exubérant et excessif. Daniel, lui, porte un t-shirt aux couleurs de Nosferatu, le classique film de vampire de Murnau. Ses lèvres montrent des marques d'autoscarification. En mettant les pieds dans l'enceinte, sous les flashs des caméras, les Roudas fixent les objectifs en souriant et en brandissant le poing avec l'index et l'auriculaire relevé, le signe du diable. Daniel tire la langue et jette des regards fous à l'intention de la presse. Ces gestes rappellent ceux du tristement célèbre Charles Manson. Il confiera d'ailleurs à son avocat, maître Hans Reinhardt, qu'il souhaite être sous les feux de la rampe. Il veut que tout le monde reconnaisse son nom. Il rêve d'être aussi célèbre que Charles Manson, et pour y arriver, il devait tuer quelqu'un. Mais Daniel Rouda n'est pas Charles Manson. Il est pathétique. Les parents de Frank Hackert, présents dans la salle, ont l'impression d'assister à un cirque. L'auditoire est d'ailleurs loin d'être amusé par les pitreries des accusés. Durant la lecture de l'accusation, Manuela et Daniel se jettent des regards complices. Ils font des doigts d'honneur, marmonnent des paroles inintelligibles, grognent, mâchent de la gomme et font du bruit en raclant leurs ongles ou en tambourinant sur la table devant eux. Pour la durée du procès, Manuela pourra même ajouter des verres fumés au décorum. Le juge ayant pris en considération la demande de son avocat au sujet de sa sensibilité à la lumière. Maître Sigmund Benneken a expliqué le plus sérieusement du monde que Manuela ne peut pas supporter la lumière. Elle dort le jour, ajoute-t-il, et n'est active que la nuit. La lumière vive lui donne des maux de tête. Eh bien, durant leur détention préventive, Daniel et Manuela ont fait l'objet d'une évaluation psychologique et psychiatrique. Tous deux ont été diagnostiqués comme souffrant d'une forme de psychose au moment du meurtre et de troubles profonds de la personnalité narcissique. Sur la foi de ce diagnostic, peu importe l'issue du procès, les Roudas ne pourront pas être condamnés à la réclusion à perpétuité. S'ils sont reconnus coupables et que le juge leur impose une peine d'incarcération, ce sera obligatoirement une détention dans un institut psychiatrique à sécurité maximum. Dès l'ouverture des audiences, les avocats de la défense mettent la table. L'implication des Roudas dans la mort de Frank Hackert n'est pas contestée. Tous deux ont reconnu avoir assassiné le commis de 33 ans. Ils plaident toutefois non coupables aux accusations de meurtre, sous prétexte qu'ils ont agi sur les ordres du diable. Ils n'ont été, disent-ils, que les instruments de force supérieure. Manuela explique que, pour elle, ce n'était pas un meurtre.
qu'ils ne sont pas des meurtriers. Ils exécutaient des ordres. Satan leur avait demandé de le faire et ils n'avaient pas le choix. Ce n'était pas quelque chose de mal, ça devait être fait. Ils voulaient que la victime souffre. Si les performances théâtrales des Rouda divertissent les médias, leur procès met en exergue un phénomène inquiétant et en pleine expansion en Allemagne. Le mariage des mouvements d'extrême droite avec les groupes occultes comme les gothiques et les sataniques. Tous ces groupes carburent à la musique heavy metal et s'alimentent d'une imagerie violente. Certes, ces éléments ne sont pas la cause des dérives, mais la conséquence d'un malaise profond. En janvier 2002, lorsque les Rouda évoquent leur passé de satanistes, c'est à des philosophies haineuses et proches de l'extrême droite néo-nazie auxquelles ils font référence, et non à ce satanisme théâtral dépeint dans le film Le bébé de Rosemary. Pour les Rouda, le diable est un concept du mal absolu qui va bien au-delà du blasphème et de l'immoralité. Le procureur, Dieter Justinski, résume bien l'état psychologique des Rouda. Je n'ai jamais vu une telle illustration de cruauté et de dépravation. Ils étaient uniquement guidés par cette envie de tuer. Ils croyaient et vénéraient tous deux Satan. À l'issue des audiences, Manuela est condamnée à 13 ans d'incarcération et Daniel à 15 ans. Des peines de réclusion à purger dans des instituts psychiatriques à sécurité maximum. Le prononcé de la sentence laisse les assassins de marbre. Aucune émotion. Daniel Rouda se contente de dire qu'il n'était qu'un outil entre les mains du diable. Manuela se limite à adresser aux parents de Frank Hackert le signe du diable, avec l'index et l'auriculaire levé. Les parents de la victime, présents à toutes les audiences, trouvent la sentence trop clémente. Depuis ces terribles événements, Manuela Bartel et Daniel Rouda ont tous deux recouvré leur liberté. Peu après leur incarcération, le couple a divorcé. Manuela a été internée à la clinique de Lippstadt, au nord-est de Dortmund, où elle s'est révélée une pensionnaire modèle. Elle a été relaxée en 2012. Elle a depuis changé de nom et on ignore ce qu'elle est devenue. Daniel s'est montré plus récalcitrant. Il a d'abord été interné dans un centre psychiatrique de Viersen, près de Düsseldorf. Devant son refus de suivre une thérapie, il a été transféré à la prison de Bochum. En 2004, il a publié une petite monographie qu'on pourrait traduire par « Erreur code 211. Le meurtre satanique de Witten. Quelle honte !» Il y affirme avoir menti durant le procès. Il aurait inventé toutes ces histoires d'appels du diable et ses filiations sataniques pour protéger Manuela. Manuela qu'il accuse d'être la vraie responsable du meurtre de Frank Hackert. Loin de le disculper, ses écrits ont plutôt été perçus comme une énième expression de ses troubles narcissiques. En 2011, il a demandé une première libération conditionnelle, comme l'autorise la loi allemande, mais sa demande a été rejetée. Les propos de son livre ont d'ailleurs fortement influencé le choix des magistrats. Au début de 2017, son avocat, Hans Reinhardt, a introduit une nouvelle demande. Mais les choses se sont envenimées. Une femme, que Daniel Rouda aurait contactée via les petites annonces, s'est présentée à la police en affirmant que Rouda lui avait demandé, en 2012, de tuer Manuela. Selon la femme, Daniel souhaitait qu'elle se rende à la clinique de Lippstadt et qu'elle y assassine Manuela. Daniel a nié ces accusations, affirmant qu'il s'agissait des divagations d'une femme en quête de publicité. L'enquête, n'ayant pas permis d'étayer ce prétendu contrat, les charges de conspiration pour commettre un meurtre
ont été abandonnés. Au final, Daniel Rouda a été libéré en septembre 2017. Lui aussi a changé de nom. Il s'appelle à présent Daniel Wegner. Le dernier mot de cette histoire revient sans doute au juge Arno Kirsting-Tunbrook. Durant le procès de Manuela et de Daniel Rouda, le magistrat a été surpris par la quantité de lettres de supporters adressées aux accusés. Il s'est dit préoccupé par la stupidité infinie de certains individus. Hélas! Dans l'univers du surnaturel, la frontière entre le bien et le mal se trace parfois dans le sang. Je suis Christian Page, bienvenue dans Crimes occultes.